Bonjour Ismaël Kadare, et ça me fait très plaisir de vous rencontrer ici à Wonju, dans le centre Fondation culturelle Touzi. Et en fait, hier soir, j'ai commencé de lire un peu de votre entretien avec Le Monde, et ça me frappant que vous avez un appartement à Tirana, et il y a deux portes. L'un, c'est pour entrer et sortir, l'autre, c'est pour s'enfuir. Et c'était presque pour moi, c'est très étonnant. Est-ce que vous pouvez un peu raconter comment ça se passe d'avoir une maison et un appartement avec deux portes qui servent différemment, et aussi vous avez déjà utilisé ce deuxième porte pour s'enfuir? Non, ça c'est un peu exagéré. Ah oui? D'accord. C'est pas si romantique, c'est pas possible surtout dans un pays où tout c'est contrôlé. Et pour toutes les choses, il faut donner des explications. Même avoir deux portes, il faut donner une explication. Je n'ai pas eu deux portes. Le problème, c'est très simple. Oui. Cette maison, c'était une maison avec des appartements petits, c'est-à-dire deux chambres et une cuisine. Alors, puisque c'est une loi en Albanie que les écrivains qui ne travaillaient pas, qui faisaient seulement la littérature, ils avaient le droit d'avoir une chambre de travail. Alors, j'avais le droit d'avoir mon appartement pour vivre. Et notre petit appartement, c'est-à-dire la même chose, pour travailler. Alors, ils ont été choisis dans la même maison. C'était plus commode pour moi. Pas du tout pour fuir, parce que c'était pas possible d'imaginer une chose pareille. Non, mais évidemment, je comprends bien la rumeur populaire, peut-être, a inventé ça. C'est un peu l'inventation. Inventation qui était basée sur une profonde vérité que tout le monde peut-être rêvait fuir, mais c'était aussi facile. Au contraire, fuir d'Albanie, c'était vraiment presque une épopée sanglante. Beaucoup de gens étaient essayant de passer la frontière. Ils étaient tués par les frontières. Oui, ils étaient tués parce que c'était obligatoirement fuir caché. Bien sûr. Quand les gardiens des frontières ils ont remarqué, ils tiraient sur eux. Voilà. Tout de suite? Oui, tout de suite. D'accord. Donc, c'est un peu une inventation par les journalistes. Oui, par une sorte de fantaisie, demi-journalistique, demi-populaire, demi-folklorique. D'accord. Mais cet appartement, il est devenu une sorte de maison ou un studio avec le nom de votre nom. C'était la mairie de la ville a demandé la permission à moi d'utiliser ces deux appartements qui étaient avec deux portes comme ma maison où je vivais et travaillais. D'accord. Donc, maintenant, la situation s'est un peu changée, et aussi, vous pouvez regarder dans l'extérieur du bâtiment, il y a écrit Kadare, et c'est quand même très joli et sympa. Et j'aimerais bien un jour que j'y vais pour regarder cet appartement. Et voilà. Et quand j'ai lu la première fois ce livre, Le général de l'armée morte, en fait, j'étais très jeune. Et là, petit à petit, j'ai appris que beaucoup de descriptions, par exemple, il y a des armées italiennes, ils ont échangé leurs fusils pour un peu du pain ou un peu la nourriture quand ils ont faim et pour survivre.
Mais finalement, cette histoire des armées italiennes et finalement le général, il est venu pour récupérer le corps, le cadavre et tout ça. Pour nous, ça nous fait rappeler l'époque pendant la dictature en Corée. Aussi, il y a beaucoup de tombes tellement vides. On ne connaît pas où vraiment leurs cadavres sont là. Mais leurs parents, leur famille, en disant que on ne voit pas votre fils, il est où, votre fille, elle est où, bah voilà, on pense qu'ils sont déjà morts, il faut faire un peu le funérailles et comme ça, il y a beaucoup de tombes vraiment tellement vides, chez nous aussi. Donc c'est pour ça que ça nous parle beaucoup, que le général, il est venu pour récupérer le cadavre. Mais en fait, la fin, j'étais tellement choquée parce que finalement, il n'arrive pas à trouver le colonel Jed. Et il a essayé de vraiment, il pense à inventer ou trouver un autre corps en disant que voilà, c'est votre fils. Et voilà, c'est le colonel Jed. Ça me choque presque, ou pas vraiment choque, comment on dit ça, c'était vraiment une autre dimension. Est-ce que vous pouvez un peu raconter pourquoi vous avez fait la fin ce choix de dire que on ne trouve pas colonel Jed, alors on va trouver une autre, quelqu'un d'autre, n'importe qui. Écoutez, il ne faut pas oublier que dans la base de ce roman, c'est une vérité historique. Ah bon? Mais en même temps, c'est une imagination libre d'écrivain. Oui. Parce que la littérature, si elle n'est pas la fruit d'une fantaisie personnelle, qui vient du subconscience d'écrivain, elle ne peut pas être réalisée. Alors j'ai fait un roman, et comme dans tous les romans, j'ai imaginé les choses. Je suis basé sur la documentation, bien sûr, mais quand même j'avais ma liberté intérieure pour transformer ça. Sinon, la littérature sera sans valeur. C'est pas la chronique historique, ça sera l'autre chose. D'accord. Et votre choix, que finalement le général était un peu, on ne peut pas dire qu'il est cynique, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très indifférent. Il pense que son travail de récupérer le corps des soldats, c'est important, mais en même temps, il pense que, voilà, on va trouver quelqu'un d'autre pour un peu faire magouille et un peu dire que manipuler la vérité en disant que ça, voilà, c'est colonel Jed. Et c'était votre imagination. Et à partir de là, vous voulez parler de quoi vraiment avec cette histoire, le général des armées mortes? Il ne faut pas oublier que j'ai été dans une situation très difficile en utilisant comme personnage central un général qui venait d'un monde qui pour nous c'était pas du tout amical, au contraire. C'était ex-occupateur d'Albanie, l'Italie, l'Italie fasciste. Alors, c'est-à-dire j'avais pas toute la liberté pour exprimer ce qu'il voulait dire jusqu'à la fin. Alors, j'étais obligé de jouer avec imagination d'un personnage qui est complètement étranger et loin de notre pays. Oui. Et donc, finalement, c'était par votre imagination. Et moi, votre imagination, c'est vraiment, c'était ça, le palais des rêves. Vous parlez que maintenant, le tyran, le dictateur, il veut aussi contrôler même notre inconscience, les heures de rêve. Je pense que c'est très intime, c'est seulement à nous, et si on ne parle pas, c'est vraiment ça, on se garde en nous. À l'intérieur. Mais ici, vous avez commencé de parler ce moment peut-être le plus intime pendant la journée.
Et vous parlez que son désir par le dictateur qui voulait contrôler presque tout, jusqu'au fond et l'entièrement. Et aussi, vous parlez du concept de l'enfer dans ce roman, et comme Dante pour le XXe siècle. Et je pense que c'est très bien écrit, très bien calculé et très bien élaboré et tout, mais en même temps, ça parle de la situation de votre pays, l'Albanie, la façon un peu en direct. Hein. Et comment vous avez commencé à avoir envie d'écrire un roman pareil comme ça? Oui, c'est vrai que c'était la première difficulté parce que j'ai décrit dans ce roman les événements qui se passent dans le passé et dans l'ex-empire ottoman. Oui. Et en effet, ça ressemblait beaucoup à la réalité quotidienne de notre pays. Et ça, c'était très, très dangereux. Voilà pourquoi le roman c'était interdit tout de suite après la publication. Et il était condamné en Albanie. Condamné même. Condamné, c'est comme une œuvre réactionnaire pour nous, qui c'était à la service de la bourgeoisie mondiale qu'à l'Albanie socialiste. D'accord. Alors, je ne pouvais faire rien. Oui. Et ce que vous avez maintenant, c'était selon la réédition qui était faite après la chute du communisme. Mais il n'y a aucun changement, une ligne n'a pas changé. D'accord, vous gardez tout pareil, oui. J'ai publié comme j'ai écrit. Parce que c'était impossible, évidemment, de publier comme il était écrit dans le premier jeu original. D'accord. Et quand vous avez un moment être condamné, ou soit c'était interdit tout de suite à des publications, vous n'avez pas peur à ce moment-là? Bien sûr, c'était la première pensée de moi-même et de mes amis et de ma famille. Que maintenant, c'est normal pour un pays comme le nôtre, l'auteur de ce roman mettre en prison. Mais on m'a fait des critiques publiques, le chantage, etc. Mais ça n'est pas arrivé jusqu'à là. Mais avec l'autre cas, ça arrivait, la prison, et même parfois, la condamnation à mort. Mais très rare ça, mais quand même ça existait. En Albanie? Oui, on a eu des écrivains qui étaient fusillés en Albanie. Ah oui, ça ne vous décourage pas d'avoir des collègues qui ont été condamnés, la mort et tout ça, ça vous décourage? Très rarement, ça arrivait aussi. Oui. C'est-à-dire, voilà, parce que c'est l'essence même de la fameuse expression terreur d'État. Et la terreur contre la littérature dans les pays communistes, c'était parmi les plus cruels qu'on peut imaginer. D'accord. C'était impardonnable. Vous savez, la théorie du marxisme-léninisme, parfois on a essayé de présenter comme une théorie soi-disant humaine. Mais en effet, c'était la chose la plus humaine au monde, parce que c'était basé, toute cette théorie, qu'il faut renforcer la lutte des classes toujours. C'est-à-dire, il faut être cruel jusqu'à la fin. Même la formule, c'était encore plus cynique, que plus le socialisme se renforce, plus il a besoin de renforcer la dictature du prolétariat. C'est-à-dire, plus il doit être cruel. Pour arriver à cette révolution pour le prolétariat. Le fameux Lénine on imaginait Lénine comme quelqu'un de très humain et qu'il avait peur même c'est un fameux récit soviétique quand Lénine était présenté dans une scène
de chasse oui. où ses mains tremblaient parce qu'il était très sentimental et il ne pouvait pas tuer une petite... Donc, le moment de chasse, il est tellement sensible, tellement émotionnel, il ne pouvait pas tirer. Lui qui a donné l'ordre de fusiller milliers et milliers de gens, commencé par la famille du Tsar, du roi de la Russie, jusqu'à les gens simples. Donc, on ne sait jamais. Sa personnalité vraiment incarnée à lui personnellement et son identité en tant que le dictateur, c'est un peu différent, c'est différentes dimensions. Bien sûr, on a donné un tableau très idyllique de lui, malgré ça que tous les dictateurs ils aiment de se présenter parfois comme les gens qui aiment l'humanité, etc. Mais ils sont sans merci. Soyez sûrs, peut-être ici en Corée, vous avez eu l'occasion de les voir. Le pareil. Oui, c'est à peu près la même chose. À peu près. Je pense que c'est comme ça, ça nous parle vraiment beaucoup. Parce que pendant longtemps, et la littérature, ça nous aide d'avoir un peu d'espoir pour le futur, pour avoir un jour l'humanité, un jour la démocratie arrivera pour nous. Et ça ne sauve pas entièrement notre peuple. Tout de suite, la littérature, pour moi, c'est pas quelque chose de pratique, ça donne une efficacité tout de suite. Pas du tout, c'est pas ça. Et la littérature, ça laisse un peu d'espace pour avoir un peu d'espoir pour le futur et tout ça. C'est pour ça que je pense que tout le monde a continué à lire et imaginer comme vous un peu la situation plus drôle et voilà. Et on m'a dit que d'abord ça, c'était un peu, c'était pas comme, c'était édité en 1970, mais avant le moment, la première apparition, c'était un peu court. Et vous avez fait prolongation? Les choses étaient beaucoup plus simples. Oui. Au commencement, j'ai écrit un récit de 40 pages. Ah, seulement 40 pages? Oui, parce que j'étais très jeune, je n'avais pas l'expérience littéraire. D'accord. J'avais 23 ans, 22 ans, 23 ans. Oui. Et j'ai publié ce récit. Oui. Et mes amis très proches, ils m'ont dit que c'est dommage que tu as gaspillé ce sujet qui est assez rocambolesque, assez extraordinaire. Il fallait faire un livre plus complet. Ah, par vos amis autour de vous? Alors j'ai réédité le récit. Oui. Il était devenu déjà 4 fois plus long. J'ai écrit pas un récit, mais un roman déjà. Ah, d'accord. L'histoire, c'est très simple. Et naturel. Ça arrive naturellement. Vous n'avez pas l'idée ambitieuse de faire, moi, je vais faire un roman. Parce que oui, j'étais très jeune. Je n'ai pas réussi encore à écrire les romans. D'accord. J'ai écrit en effet un récit plus long qui pouvait se présenter comme un roman, mais il était très intime. L'histoire de relation amoureuse avec une copine de la course universitaire. Ah, c'est comme dans les matines. Mais dans la littérature communiste, c'était très difficile de publier des choses aussi intimes. Ah, une histoire d'amour, à l'époque c'était difficile. Ça paraît comme la littérature bourgeoisie. Oui, d'accord. D'accord. Nous se présentons que nous sommes les gens qui construisent le communisme, les gens très forts, on ne peut pas jamais baisser la tête devant n'importe quelle femme jolie ou fille très jolie, etc. etc. Voilà pourquoi j'ai écrit ça et même je n'ai pas essayé de publier du tout. Mais son destin, on ne sait jamais, ça devient tout de suite être publié et ça devient plus long et ça arrive en France. Ah, d'accord.
Et bah, c'est intéressant d'écouter. Et finalement, votre histoire d'amour que vous avez écrite à ce moment-là, ça a été publié un peu après, dans le futur? Oui, ouais. J'ai publié plus tard. Plus tard, il faut attendre. 30 ans après. 30 ans plus. Ah ouais. C'est un roman intéressant, mais un peu naïf, parce qu'il a tous les traces de l'âge, jeune âge. Ouais. D'accord. Et pour moi, c'est intéressant d'écouter que des fois, vous devez attendre que le moment de publication, vous avez presque déjà terminé un roman, et comme 30 ans, il faut attendre pour publier. Pas toujours. Pas toujours, parfois, mais oui. Parfois. Et si vous lisez encore votre roman que vous avez écrit, vous étiez très très jeune, comme ça, 23 ans, 25 ans, vous sentez que la jeunesse dans votre écriture? Mais c'est justement la jeunesse, c'était ce qui paraît être naïf. Ça a été naïf, vraiment. Oui. Pour le pouvoir, il était dangereux. Ah. Il pensait que l'histoire sentimentale, surtout les amours entre les jeunes, c'est pas aussi naïf pour la littérature. Au contraire, il était nuisible. Et il imaginait qu'il fallait, avec beaucoup de difficultés, vous pouvez publier les pages simplement pour l'amour, parce qu'il fallait que cet amour-là soit présenté dans le tableau général de construction du socialisme. Mais non, l'amour c'est l'amour, on ne peut pas utiliser comme ça comme un élément pour reconstruire le général, ça ne donne pas un exemple. Non, l'amour, on peut, parce que c'est l'amour, c'est dramatique, c'est tragique. Mais une histoire d'amour, pour l'amour, c'est l'amour simple comme ça. Non, ça, il fallait expliquer qu'est-ce que cette histoire-là. Pourquoi vous avez écrit ça? Donc vous devez toujours trouver une raison pour présenter voilà pourquoi j'ai écrit ça devant Voilà pourquoi la littérature qui avait pour sujet le sentimentalisme était condamnée à mourir dans ces pays communistes. D'accord. Vous avez les héros, les personnages de l'histoire d'amour. C'est quelqu'un qui travaillait dans une usine et qui pensait plutôt que son amoureuse à la grande question du parti, du peuple, etc. Voilà. C'est trop artificiel pour moi. C'était partout ça, dans la famille communiste du monde. C'est une propagande, c'est pas vraiment... C'était la nouvelle mode de littérature que les communistes soviétiques essayaient qu'elle devienne mondiale. Ça aurait été un crime, vraiment. Heureusement, le communisme est tombé. Et avec lui, toute cette idiotie de lui, ils sont tombés ensemble. D'accord. C'est très intéressant de vous écouter. Et pour moi, c'était frappant que quand vous avez lu la première fois Macbeth par Shakespeare, vous avez 11 ans. Et c'est le moment presque décisif que vous étiez vraiment fasciné. Et vous avez essayé de trouver presque toutes les éditions possibles. Et chaque fois, peut-être vous avez lu d'autres langues. Macbeth, vous sentez comment? C'est-à-dire, c'était mon premier contact dramatique avec la littérature. J'étais tellement fasciné que je ne voulais plus lire les livres qui étaient amusants. Je commençais à aimer les fantômes, les scènes inoubliables, horrifiantes. Même j'imaginais, parce que j'ai habité, ma maison natale, c'était
très grande dans ma ville. Oh. La ville était petite, mais la maison était très grande. Très grande. Trop grande. Qu'est-ce que c'est grande maison? Ça veut dire 2 étages, parfois 3 étages. Ouais. Une maison de 3 étages. 10 chambres, plus de 10 chambres. Oui. Et ça m'a donné un développement d'imagination. Oui. Macbeth, c'était, heureusement peut-être, oui. pour moi, qu'il a changé mon imagination du monde. Ah. J'ai imaginé partout les scènes macbethiennes, même dans notre maison. Hein. Oui, dans chaque chambre, tellement vide. Oui, oui. La maison était grande et elle a donné la possibilité d'avoir cette imagination complexe. D'accord. Alors, plus tard, ça commence avec beaucoup d'enfants d'être liés avec les... Mais avec moi, c'était pas produit c'est-à-dire, je n'ai pas oublié ça, jamais. Cette attirance par ce mode shakespearien, ça restait vivant toujours. D'accord. Et j'ai imaginé que je ne pouvais pas imaginer écrire autrement. Ah. Ça a été aussi fort que, puisque j'étais 11 ans et je n'avais pas l'idée comment se produit la littérature avec les publications, etc. Oui, bien sûr. J'ai reçu le livre et j'ai commencé de recopier avec ma main. Tout, entièrement tout. Même avec ça, maintenant on parle Macbeth, Lady Macbeth, etc. Ah, oui? Parce que, voilà, c'était normal que j'ai trouvé un livre, mais ça me parut plus facile recopier moi-même qu'acheter ou trouver un livre. Parce que voilà, quelque part dans ma maison, j'ai laissé le manuscrit. Oui. Et une fois, en parlant avec les journalistes, j'ai dit que c'est mon premier livre que j'ai écrit, c'est Macbeth. Mais j'ai écrit par le main. Ça donne un sens, hein. Je comprends bien. Parce que justement, lire simplement, c'est une activité. Je dirais que, parce que chaque activité, chaque lecture, c'est différent, le profondeur. Mais si on a commencé de recopier à la main, c'est différent. On rentre plus profond dedans. Oui, bah, oui. Et surtout parce que le shakespearisme, les œuvres de Shakespeare sont très, très puissantes. Oui. Quand vous lisez dans une situation tragique, dramatique d'une dictature. Voilà pourquoi, même maintenant encore, le communisme vient de tomber. La critique littéraire ou historique ou essayistique n'a pas expliqué en profondeur les relations de pouvoir avec Shakespeare. Ah. Par exemple, je vous dirais une curiosité. Quand j'ai fait mes études à Moscou, dans un cours littéraire de haut niveau, et la première fois, j'ai entendu que l'attaque terrible de Léon Tolstoï contre Shakespeare. Ah bon? Vous savez, je ne sais pas, beaucoup de gens ne savent pas encore. Ils savent d'une façon très simple. Mais à la fin de sa vie, Tolstoï a attaqué Shakespeare. Il presque a fait appel pour l'interdiction de lui. Mais pourquoi? Parce que Shakespeare, il est tout à fait très dangereux pour le monde communiste. Dangereux? Son œuvre, c'est dangereux parce qu'il était plein de complots, plein d'assassinats, plein de vengeance, situations. Oui, situation un peu très complexe, triste et tendue. Surtout la lutte de pouvoir entre eux. Et voilà pourquoi Tolstoï il a fait, sans vouloir, il a fait un service au tsarisme royal russe contre la révolution. Mais les communistes russes ne voulaient pas être couverts cette pensée.
obscur sur Shakespeare. Oui. Et ils ont laissé comme ça. Mais il a joué un rôle. Parce que la littérature communiste, c'est tout à fait anti-shakespearienne, on peut dire. Ah bon? Oh oui, bien sûr, parce que comment on peut imaginer dans les scènes où vous attendez de voir les héros du socialisme qui, jour et nuit, crient vive le communisme, etc. D'accord. Les scènes pareilles, médiévales, terribles, etc. C'est la même chose avec Dante Alighieri, je crois, qu'il était accepté, mais d'une façon un peu pas très profonde. Hein. Voilà, ça se voit, comme Shakespeare. Donc, finalement, le contrôle n'était pas seulement les écrivains vivants à l'époque. Non, non, pas du tout. Pas seulement un, mais tout le patrimoine littéraire était vu d'une façon critique, négative, viste parfois, avec beaucoup de rancune, beaucoup de contrôle. C'est très cruel. Cruel, oui. C'est comme ça que... Vous savez, dans les pays communistes, dans la littérature, rarement, parmi les milliers de livres, rarement vous pouvez trouver un vrai roman d'amour, par exemple, qui était ce sentiment humain, naturel, etc. Non, il fallait qu'il était au service d'une idée du communisme, plutôt que... Donc, finalement, il pense que les romans, la littérature est un instrument pour faire propagande de leur idéologie. Et ça, c'est triste. Hein? C'est ça la plus grande tragédie de tous les écrivains, toute la famille énorme des écrivains des pays de l'Est. On oublie parfois ça. On oublie parfois ça, on n'explique pas bien. Parce que eux-mêmes ne pouvaient pas expliquer parfois. Évidemment, ils n'avaient pas compris bien jusqu'à la fin. Peut-être après la chute du communisme, ils avaient honte de tout ce qui était écrit d'une façon... c'est très... En tout cas, quand je pensais que vous êtes fasciné par le Shakespeare, surtout Macbeth, l'âge 11 ans, mais en général 11 ans pour un garçon, il a envie de sortir de la maison, de jouer le foot, je ne sais pas, de parler, de jouer avec ses amis, mais j'ai l'impression que vous étiez plutôt un enfant sensible ou un peu solitaire peut-être, un peu introverti, et émotionnel et très ouvert aussi d'autres mondes dans l'œuvre de Shakespeare comme ça. Et vous pensez que la qualité en tant qu'écrivain, c'est plutôt donné ou c'est plutôt on peut travailler, on peut rechercher, élaborer, et c'est quoi les talents en tant qu'écrivain? Oui, c'est parce que la littérature, vous savez, dans la littérature, il y a beaucoup de choses inexplicables, très très profondes. Voilà pourquoi Dante Alighieri, il était très utile pour l'humanité, il était attendu par tout le monde littéraire qui vient un jour. Et Dante Alighieri, c'est une sorte de... qui vient d'Antiquité, gréco-romaine. C'est la même chose, c'est l'enfer de Dante, c'était dire un autre tableau du monde. Mais ce tableau du monde était très hostile au communisme. Bien sûr, le communisme ne pouvait pas accepter pour lui-même la ressemblance avec dantisme. Parce qu'il y a l'enfer. Oui, l'enfer pour on les fait le autres, jugement là-bas. D'accord, l'enfer pour le communisme, c'était pour le monde capitaliste, le monde de la bourgeoisie, le monde, pas le monde communiste. Au contraire, et quand les écrivains de l'époque communiste, ils sont inspirés par Dante, il était très critiqué, il était très en danger. Parce qu'on dit qu'est-ce que vous avez imaginé que vous pouvez comparer notre réalité communiste avec les choses dantesques.
Oui, il ne supportait pas ça. C'est paranoïaque. C'est paranoïaque, bien sûr. Le régime était paranoïaque. Oui. Mais ils sont malades. Mais vous savez ça, je crois, je vous ai entendu ça. Ah. Parce que oui. dans une partie de votre oui. pays, Corée, oui, Corée du Nord, Corée du Nord, c'était exemple parmi les plus clairs de cette situation. Oui, c'est à peu près la même chose. Hein. Ouais. Peut-être chez nous c'était pire en Albanie, mais chez vous c'était pas mal ici. Oui, et je pense que comme ça, et c'est pour moi, par exemple, le fait que le gouvernement et le dictateur et l'époque a même interdit Shakespeare, pas interdit, mais pas... Ça se passait seulement dans un pays communiste, en Chine. Il était interdit officiellement. Ah. Dans l'autre pays, il était aussi puissant. Même les dictatures les plus cruelles n'osaient pas d'interdire Shakespeare. Voilà. Mais il empêchait que lui joue le rôle qu'il devait jouer. D'accord. C'est vraiment... je pense que j'ai beaucoup de chance d'être venue un peu plus tard. Et là, en fait, ça, c'est très touchant que c'est une histoire par un petit garçon. Celle des chroniques de Pierre. Oui, c'était l'histoire de votre jeunesse, peut-être. Et plus que jeunesse, c'est-à-dire plus jeune encore, adolescence. Oui, très jeune, genre 12 ans, comme ça. C'est dans mon pays, je suis né dans un pays, hier ou avant-hier, j'ai expliqué à vos étudiants que dans une cité où c'était né aussi le dictateur du pays. Oui. Ah oui, des jurés, des feux. Nous sommes pas seulement de même ville. Même ville, même quartier. Même du même quartier. Et même une rue. Nos maisons n'étaient pas très loin. Vous voyez l'endroit exactement où il est né, comme ça? Pas très loin de chez vous? Oui. Ah, d'accord. Le problème, c'est surtout parce que cette rue, plutôt cette ruelle, elle avait le nom étrange, nomination étrange, la ruelle des fous. Et le gouvernement n'osait pas changer le nom, parce qu'elle avait peur que ça sera un bruit. Pourquoi ils ont changé? Ils ont tombé sur la pensée parce que la maison du dictateur, elle est là. Et un jour, un journaliste étranger a écrit, publié une photo de cette ruelle. Elle a dit, voilà la ruelle où sont nés Envers Rosa d'abord, et ensuite M. Ismail Kadhafi. Les plus connus de l'Albanie. Plus fameux de l'Albanie. Et Rosa Ismail Kadhafi. Oui. J'avais beaucoup de soucis de ça. Il fallait donner l'explication. Je dirais, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il se fout à imaginer. Oui. Et si un jour... Parce que c'était là toujours. Et même maintenant, ça n'était pas changé. Jamais. Ah bon? D'accord. À cause de ça, pour ne pas faire le bruit. Ah oui. Et tout le monde en rumeur, ils ont répété cette histoire étrange. Comment cette coïncidence que cette ruelle, c'était une ruelle de fous. Donc peut-être soit le dictateur, soit l'écrivain doivent être les fous. Un jour même, je dirais un épisode assez extraordinaire. Pour cette ruelle, quand c'est réel ça, un cinéaste albanais a filmé la maison où j'ai habité, à Gjirokastër, quand j'étais jeune. Et de son côté, de la place où il tournait le film, c'est sorti quelqu'un. Mais ça, c'est après la chute du communisme. Oui. Et il a commencé de crier. Écoutez, Ismail Kadhafi, vous êtes avec Hoxha les deux fous.
Oui. On a appelé oui. de cette ruelle. Oui. Mais le vrai fou, oui, le vrai fou, c'est pas vous, mais c'est moi. Oh. Je restais ici et ne pas bouger parce que vous avez quitté ce ruelle. C'était un bavardage absurde, sans logique, surréaliste. Bah oui. Mais elle cachait quelque chose d'étrange. Hein. Bah oui, je pense que la vie, des fois, il y a des choses voilà, étranges. Il y a plein des choses comme ça. Et moi, je suis un peu curieuse que comment vous travaillez à commencer à écrire, par exemple, à 11h du matin, vous prenez le café. Oui. Oui. Après, vous commencez tout de suite à écrire ou vous avez imagination. Après, vous trouvez des papiers, des stylos et vous commencez. Moi, chaque fois, pour moi, la date limite, c'est l'inspiration. Ici, il y a la date limite. Ah, je suis pressée et je termine. Et vous pouvez un peu expliquer comment vous travaillez sur votre roman? Un peu ça, la journée. Parfois, on posait la question. Oui. Comment vous, écrivain, pouvez supporter cette situation très difficile, inimaginable, horrible. Mais il oublie une chose quand on fait cette question, que la création littéraire, elle a dans son intérieur quelque chose de très, très profond et sublime. Elle donne un tel bonheur qui est capable de combattre tous les soucis de la vie. Quand vous écrivez, quand j'écrivais chaque jour à 11 heures, comme vous avez dit, jusqu'à 1h30, alors ça ne m'intéressait rien du monde. Si je réussis, je me sens tout de suite, en écrivant, il se sent tout de suite qu'il a réussi, qu'il a fait quelque chose de sublime quand même, qui est la littérature. Et tout ce qu'il vient à cause de ça, tous les soucis, sont rien du tout, sont sans poids. Parce qu'il y a quelque chose de sublime vous là-bas. Vous avez dans un autre monde. Oui. J'attendais ma femme pour que je lise ce que j'ai écrit. Et elle aussi avait cette courte. Mais ça s'est répété presque chaque jour. Et l'idée que je pouvais écrire, c'est-à-dire que de donner un témoin de cette époque. Et l'idée que c'est réussi. Et l'idée, l'espoir que je vais publier un jour. Ça vous aide d'oublier tout. Oublier tous. Et c'est comme ça que parce que les gens imaginaient que les écrivains doivent être dans ce régime-là, ils sont toujours tristes, presque désespérés. Pleurer, etc. Non, pas du tout. Non. La littérature est tellement supérieure de tout cela. Mais il faut une condition, il faut que vous soyez sûr de votre talent, de ce que vous créez. Et ça, c'est on ne peut pas expliquer très clair, c'est pas facile d'expliquer très clair. Pourquoi vous êtes sûr? Pourquoi la littérature est un sauveur? Et toute cette fantôme autour de vous, à commencer par le dictateur lui-même, ils sont diminués. D'accord. Et au moins, j'ai l'impression que quand littérature, c'est quelque chose vraiment, comme vous m'avez dit, c'est très sublime. C'est au-delà de notre vie quotidienne. C'est une autre dimension. En plus, quand on lit une œuvre de littérature, ça nous ramène de nous, à partir d'ici, la réalité un peu triste et affreuse, et jusqu'au l'état très sublime. Et si vous avez encore un peu de sujets ou de thèmes que vous voulez écrire dans votre roman, vous avez une petite idée pour commencer votre prochain roman?
Oui, parfois ça arrivait, bien sûr. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter un petit peu votre idée? Est-ce que pour votre prochain roman, ce que vous voulez ou écrire en quelle image ou non? Avant, je ne peux pas faire ça. Non. Il faut attendre que ça soit publié? Non, il faut attendre que ça soit fait. Ah, ça arrive naturellement? Oui, ça arrive, bien sûr, ça arrive. La littérature, elle est beaucoup plus puissante qu'on imaginait par les auteurs. Oui. Elle est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire, la création littéraire. Oui, oui. Et même si j'ai essayé d'expliquer à vous maintenant ici, oui. Ça, je ne pouvais pas jusqu'à la fin d'expliquer. Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis une fois, vous avez raconté dans votre écriture que vous nous avez envoyé avant d'arriver à Séoul, c'est Ice Klaus. Vous parlez de Ice Klaus en grec ancien. Lui, il était un vrai génie. Il a écrit tellement des œuvres magnifiques, mais finalement, on les a perdues. Vous parlez. La perte de la oui. La perte en partie des œuvres littéraires de l'Antiquité. Moi, j'imagine que c'est la plus grande perte de l'humanité. J'espère qu'on ne sera répété jamais. L'humanité entière a perdu quelque chose. Aucun espoir de faire revivre ça. Par exemple, nous connaissons partie de la théâtre d'Antiquité. Oui. Je parle de théâtre parce que c'était l'art le plus que le public avait le contact très direct. Oui, très droit. Oui. Alors, vous savez, imaginez-vous que dans un pays comme Athènes ou Sparte, chaque soir, pendant quelques mois, le théâtre ouvre la porte et les gens ils ont vu le drame. Oui, tous les soirs. Il y a soirs. à peu près 1000 drames, 1000 tragédies. La plupart sont perdus. Oui. 900 presque. Et ça restait moins de 100. C'est dommage. Mais c'est dommage, ça sera réparé jamais. Parce que vous ne pouvez pas, parce que nous ne sommes pas été perdus. Les tragédies, avec une perte que c'est naturel pour la littérature, oubli, de manque de succès ou de pas sont écrites sans cette grande ou génial talent. Mais ils ont été oubliés parce qu'ils sont disparus parfois le théâtre eux-mêmes, les villes, etc. Et cette perte, ça, vraiment, c'est irréparable. Et ça, c'est une tristesse ça doit être pour toute l'humanité. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est parce que, je vous répète, nous ne sommes pas perdus les pièces plus faibles. Au contraire, c'était la condamnation à tomber de façon aveugle. Par exemple, Prométhée, nous parlons souvent du nom de Prométhée, comme Hérode, Achille, de tragédie grecque. Mais il y a eu 3 ou 4 Prométhées. C'était un était sauvé. Les 3 autres perdus. On ne peut pas dire que c'était sauvé la partie plus intéressante. C'est par ça. Ça tombait la condamnation par hasard, comme fatalité de la mort. C'est pour faire. Et c'est comme ça que notre étude d'Antiquité est toujours, ça serait toujours limité. Donc,
Bah, vous parlez souvent aussi, comme ça, le général de l'armée morte, hein, vous parlez souvent de quelqu'un qui n'a pas gagné, qu'ils ont plutôt perdu et ils ont beaucoup de défauts. Je pense que la littérature, peut-être l'histoire nous pose hein, d'oublier ce qu'ils ont perdu et il y a des défauts et tout ça. Mais littérature, on peut parler de quelqu'un ils ont perdu. Et est-ce que pour vous, c'est plus intéressant de parler sur quelqu'un qu'ils ont perdu qu'il y a des victoires Écoutez, chanter les victoires, oui. C'était une nécessité pour la littérature, pour son existence. Oui. Parce que tous les leaders du monde, ils ne voulaient pas que ça. Chanter leurs œuvres, leurs victoires, leurs triomphes, et oublient leurs défaites, leur misère, leur noirceur. C'est comme ça que ils ont voulu ça, et surtout l'époque communisme, du communisme. C'était arrivé le comble. La littérature ne doit pas s'occuper de l'obscurité de la vie. Oh. C'était pas dit ça de façon claire, ouverte, mais de façon diabolique. Sous-entendu. Sous-entendu. C'est comme ça que nous avons eu la théorie la plus macabre de la littérature mondiale. L'époque du réalisme socialiste s'appelle ça. C'est-à-dire qu'un réalisme dans les pages où le livre doit être plein de joie, d'espoir, de victoire, réussite, peuple, etc. Et ça, c'était une grande perte. Heureusement, c'est passé, ça. Mais souvenir de ça, c'est encore les traces. Ils jouent un rôle négatif. Parce qu'il y a pas seulement qu'une grande partie des écrivains qui décrivent sont encore vivants, mais c'est vivant. C'est l'esprit des gens qui ont été éduqués par ces œuvres. Vous avez, par exemple, un roman comme La mer de Maxime Gorky. Malgré ça, Gorky c'était un personnage assez complexe, et on ne peut pas dire négatif. Il voulait jouer un rôle positif dans un pays où ça a été presque impossible. Quand je dis ça, c'est par exemple, il a essayé s'il a attendu qu'un tel écrivain était tombé en prison, il frappait à la porte de Lénine en demandant ça c'est pas bien, etc. Il a libéré beaucoup d'écrivains, mais quand même, son roman, La mer, a joué un rôle terrible dans la littérature. Malgré ça, qu'il était aussi une créature positive. Il a écrit tellement de façon schématique, que c'est-à-dire ce roman Mer, qui était son chef-d'œuvre, soi-disant, mais pas du tout ça. C'est-à-dire, sans vouloir, il a fait du mal à la littérature soviétique. D'accord. Jusqu'à là, il était mort en 1936, je crois, après un triomphe du stalinisme. Il ne voulait pas, il n'a pas réussi à faire rien du tout. Donc finalement, cette époque de réalisme socialiste, ils ont fait une éducation ou presque manipulation des esprits des écrivains. Aveuglement total. Comme ça,
communisme, ça continue la façon un peu... oui. D'accord, c'est très intéressant parce que pour nous, on est un peu loin, on est éloigné et on apprend des histoires à l'école, par les cours, par les bouquins, en disant que la chute du communisme, c'est terminé, c'est fini, maintenant c'est la liberté et tout est revenu. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, pas si facile ça. Non, c'est plus compliqué et il y a vraiment tous les contextes dans chaque pays et tout ça, c'est très intéressant. Et pour moi aussi, c'est très intéressant que vous sentez souvent comme un étranger, même si vous êtes à Moscou. Je pense que vous avez été sélectionné comme des meilleurs étudiants en Albanie et vous avez été envoyé jusqu'à Moscou comme un des meilleurs. Et comme ça, vous êtes arrivé à Moscou. Mais là-bas, pendant l'époque de l'Union soviétique, les gens de Moscou, vous vous gardez comme « Ah, c'est un Albanien ». Lui, il vient d'Albanie. Et c'était très intéressant pour moi de voir cette distinction entre les pays. Même si vous êtes arrivé à Moscou, vous avez été en train d'éduquer même l'Institut Gorki là-bas. Mais les gens vous regardent comme « Ah, lui, il vient de l'Albanie ». Ça, vous devenez encore une sorte d'un étranger là-bas, même si dans l'Union soviétique. Ça a été beaucoup plus compliqué. Ah bon? Parce que ça a été l'histoire du communisme, c'est assez drôle parfois. Oui. L'Albanie, c'était au commencement la membre de famille communiste la plus fidèle. Oui. Mais après une rupture intérieure du communisme, l'Albanie et l'Union soviétique sont devenus deux pays hostiles à mort. Oh. C'est ça, l'extravagance des choses, le destin. Nous étions communistes radicaux. Le communisme albanais, c'était radical. Oui. Mais il était absolument anti-soviétique. Oui. En même temps. Ah. Vous pouvez imaginer une sorte de paradoxe. Oui, c'est très difficile à imaginer. Voilà pourquoi les choses sont dans la littérature beaucoup plus compliquées qu'on peut imaginer. Il y a tellement de choses paradoxales et ironiques et c'est tellement contradictoire. Mais en même temps, vous n'avez jamais perdu votre humeur. Vous êtes toujours un peu drôle et gai. C'est le mystère de la littérature. Je vous ai parlé pour cette magie. Elle fait partie de la structure intérieure de la littérature. D'accord. Je pense que c'est suffit comme ça. Et merci beaucoup. Merci. Ça me fait très plaisir de vous entendre. Et moi, par exemple, ça me touche vraiment énormément. Merci. Et aussi, Avril Brisé, ça donne envie de voyager en Albanie, de visiter cet endroit. Venez. Ah oui, merci beaucoup. Et je pense que ça arrivera, notre conversation, ça donne encore une bonne image et de l'envie pour les lecteurs de vous découvrir. Ça, c'est sûr. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Merci.